au commandant de bord, Monsieur Jean-Luc Christophe, puisque finalement vous étiez précurseur dans la simulation et que nous sommes tout ouïs de savoir quelle est votre expérience. Merci. 15 minutes. Merci. Bonjour, Jean-Luc Christophe, donc je suis commandant de bord Air France. Je me suis beaucoup occupé de simulateurs. J'étais instructeur pendant presque toute ma vie et donc de facteurs humains sur la fin. Ce qui fait que je me propose pendant les quelques petites minutes qui me sont imparties de vous parler de l'évolution donc des simulateurs à Air France. En fait, il y a des dizaines et des dizaines d'années, l'histoire a commencé avec les vols sans visibilité. Pour voler dans les nuages ou la nuit, on ne pouvait pas regarder évidemment dehors et il fallait entraîner les pilotes pour regarder les horizons artificiels et autres. Et en fait, comment ça se passait? On se mettait dans des petits avions et puis on mettait des journaux devant le pare-brise du pilote pour qu'il ne voit pas dehors et qu'il s'entraîne comme ça. Alors, quelqu'un a trouvé que peut-être que pour la sécurité des vols, c'était peut-être pas génial. Et donc, on a commencé à faire des lignes traînaires. C'était des espèces de boîtes à ressorts qui permettaient justement de s'entraîner à ce vol sans visibilité. Et rapidement, l'industrie a compris qu'il y avait une source inépuisable dans le simulateur et tout ça s'est bien développé jusqu'à aujourd'hui où on arrive à des simulateurs qui sont sur des vérins hydrauliques et avec une vision extérieure qui reflète quasiment parfaitement ce qui se passe à un point tel qu'un néophyte mis directement dans le simulateur en approche à Roissy verrait donc la piste de Roissy, la tour Eiffel à gauche, le poste de pilotage strictement au boulon près comme dans l'avion et donc se croirait vraiment dans l'avion. Alors, qu'a-t-on fait de tout ça? Bien, on a entraîné les pilotes donc, à piloter leurs avions, ce qui évitait donc le fait de se mettre en vrai dans un avion qui coûte fort cher et surtout de multiplier à souhait tout ce qui peut être procédure. C'est-à-dire que ça permettait de faire des atterrissages par vent de travers, des atterrissages par mauvaise visibilité, etc. Et je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Alors, en fait, on fait déjà du réglementaire. C'est-à-dire que tout ce qui est là, et la majorité de ce qu'on fait au niveau simulateur, c'est tout simplement imposé par la loi. En qualification de type, ça veut dire que quand on est pilote sur un A320, qu'on va passer pilote sur un Boeing 777 par exemple, ça ne se passe pas comme ça. On retourne à l'école pendant 3 mois, on nous explique de façon théorique comment ça marche, ensuite on apprend les procédures dans les bouquins, et ensuite, à la fin, on a 9 séances de simulateur de 3h30 pour apprendre à piloter l'avion et pour justement s'approprier les spécificités de la machine et les procédures en question. Procédures qui sont des procédures de panne moteur, des procédures de panne hydraulique, etc. Ceci permet en particulier, si vous voulez, à la fin de ces séances de simulateur, eh bien, le pilote va passer directement sur un avion de ligne avec des passagers. Alors qu'avant, on s'entraînait sur un véritable avion pendant des dizaines d'heures. Donc, vous voyez le delta de coût qui est très important. Donc, le premier vol d'un pilote aujourd'hui sur un Airbus A340 par exemple est en live. Le premier atterrissage, il le fait en live avec des passagers à bord. Tout ça pour vous montrer, sachant que l'industrie est particulièrement sensible à la sécurité des vols, pour vous montrer le développement de ces simulateurs et la sophistication de ces simulateurs où on peut vraiment simuler maintenant des atterrissages complets. Nous sommes donc, comme vous savez, probablement la profession la plus contrôlée qui existe. Donc nous avons 4 séances de simulateurs tous les ans, 4 séances de simulateurs de 3h30, on est 4000 pilotes, vous faites la multiplication, ça fait environ 60 000 heures de simulateurs. Donc c'est une véritable industrie. Pendant ces heures de simulateurs, à la fois on s'entraîne à certaines pannes récurrentes.
obligatoires, la panne moteur, les atterrissages sans visibilité. On fait ça quasiment à toutes les séances de simulateur pour que ça devienne quasiment quelque chose de relativement banal. C'est-à-dire qu'une panne moteur au décollage, le pilote fait ça de façon, traite le problème de façon presque sans stress parce qu'il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. On va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle des reconnaissances terrain. C'est-à-dire qu'il y a des terrains comme Ajaccio, comme l'ancien terrain de Hong Kong, qui sont des terrains à forte particularité où on n'a pas le droit, malgré vos dizaines d'heures de vol, des dizaines de milliers d'heures de vol éventuelles, on n'a pas le droit d'aller sur ces terrains-là sans un instructeur à côté. Alors vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement lourd, on est obligé d'avoir un instructeur, donc on a finalement, grâce à à l'évolution des simulateurs, on a pu justement justifier vis-à-vis des autorités qu'on n'avait plus besoin d'instructeurs et qu'on allait entraîner les gens au simulateur. Alors pour vous donner un petit exemple, là vous avez l'approche à Hong Kong, au milieu des buildings. Donc ça se faisait, le premier vol se faisait systématiquement avec un instructeur à côté. Là, vous voyez qu'ils sont venus de la droite, donc manifestement, ils ont traversé l'axe, ils sont allés un petit peu trop loin. Et le résultat, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils se posent en crabe, ils touchent du moteur 4. Donc tout ça, au lieu de le faire en vrai, on le fait au simulateur, c'est quand même mieux. Si nous regardons l'évolution du risque en aviation, vous avez en abscisse dans les années 2000, les années et le nombre d'accidents par million de départs en ordonnée et en abscisse les années. Donc on voit qu'aujourd'hui on est donc inférieur à un accident par million de départs. On a commencé quand même de bien haut, c'est-à-dire que dans les années 60, les avions se cassaient beaucoup. On a fait d'énormes progrès grâce déjà aux certifications et aux règlements. C'est-à-dire que avant, les avions avaient 2, 3, 4 moteurs, mais quand il en perdait un, on ne savait pas très bien ce que ça donnait. Aujourd'hui, et déjà depuis bien longtemps, s'il y a la panne d'un moteur au moment le plus délicat, eh bien, l'avion doit monter sur une pente de 2,5%, effacer les obstacles avec telle marge, etc., etc. Donc, comme vous voyez, énorme progrès sur le sujet. Ensuite, la fiabilité des aéronefs, c'est-à-dire qu'effectivement, un vol sur 10, il y avait un moteur qui tombait en panne. Maintenant, on peut dire que ça devient rare, même si forcément, il y a des problèmes moteurs de temps en temps. Et encore une fois, ça n'est pas un réel problème puisqu'il est géré de façon tout à fait traditionnelle. Ensuite, la formation technique des pilotes. C'est là où intervient le simulateur. Donc, on a obligé les pilotes à appliquer des procédures strictes, que tout le monde soit capable tout le monde est interchangeable. Dans une compagnie aérienne, on peut voler avec Pierre-Paul Jacques, c'est la même chose, il va appliquer les mêmes procédures. Donc, nous avons fait de gros progrès sur le sujet et on arrive donc dans les années 80-90 où là, on s'aperçoit qu'on est un peu sur une asymptote, on est à un peu moins d'un accident par million de départs et on ne savait pas très bien comment faire pour arranger tout ça. Et pas la clé, mais plusieurs accidents. En particulier, vous vous souvenez certainement de l'accident de Tenerife, qui est toujours le plus gros accident de l'histoire de l'aviation, où un avion de KLM décolle sur une piste avec du brouillard, et un avion de Paname est toujours sur la piste. Ça a déclenché dans l'ensemble de l'industrie un processus pour chercher pourquoi des pilotes sans panne plantent des avions. Et donc, en faisant une petite étude, Boeing s'est aperçu que dans plus de 70% des accidents, disons que les pilotes auraient pu mieux faire. Il ne s'agit pas de charger les pilotes, puisqu'on est en bout de chaîne, forcément, on y est probablement pour quelque chose, mais c'est de dire on a quand même un axe de progression sur le sujet. Sachant que
dans les enquêtes bien faites, aujourd'hui, on ne se contente plus, comme à une époque, de dire c'est le pilote ou l'avion. Le pilote aurait peut-être pu mieux faire, mais la formation de la compagnie est peut-être en cause, les règlements de la compagnie, la structure de la compagnie, les règlements au niveau national, etc., etc. Donc, on va essayer de travailler donc les facteurs humains. Les facteurs humains, donc les grandes lignes, vous les connaissez forcément. Leadership du commandant. En fait, les incidents ou les accidents ne sont pas forcément dus au fait que les gens ne savent pas piloter, mais parfois le leadership, l'attitude de soutien des autres n'est pas à l'optimal. Donc, tous ces facteurs humains qui sont en fait la base, hein, communication, représentation de la situation, décision, gestion du stress et erreur. On va essayer de voir comment au simulateur on peut travailler la question. Donc on a commencé par faire des cours théoriques à tous les pilotes pour que ces concepts soient acquis. Mais une fois qu'ils sont acquis intellectuellement, inutile de vous dire que rien n'est fait. Et donc ensuite il faut travailler la question au simulateur. Alors pour ce faire, on a, à côté de tout ce qui est réglementaire, purement réglementaire, on a fait des vols, des vols qui ne sont pas notés, parce que tout ce qui est réglementaire est noté, c'est bon ou c'est pas bon, et vous continuez à voler ou vous ne continuez pas à voler. Des vols donc où il est prévu des scénarios qui mettent en exergue tel type ou tel type de concept facteur humain. Un facteur humain typique pour ce genre de vol, c'est le stress, la gestion du stress, comment reconnaître que je suis stressé, comment travailler malgré le stress, donc mettre des défenses, voir comment, en débriefing, les gens ont justement activé leur défense vis-à-vis du stress et ont pu tout de même arriver à un résultat acceptable malgré un stress important. Donc ça demande donc des scénarios élaborés par des spécialistes, donc où on va proposer plusieurs solutions aux pilotes, c'est-à-dire que sur un feu moteur, il va avoir plusieurs terrains environnants avec des météos différentes et lui-même aura à choisir et ils ont donc à avoir une discussion en équipage pour savoir quel est le terrain le plus propice, ce qui n'est pas toujours évident. Et ce qui permet donc de voir comment donc le leadership du commandant s'exprime, comment le stress est géré, comment la décision a été prise, etc., etc. Et donc ensuite, et c'est le point le capital, je dirais, c'est le débriefing, où ensemble on essaye de voir ce qui s'est passé et d'essayer d'en tirer des axes de progression. Alors donc, pour en terminer, eh bien en gros, on continue bien sûr à faire du pilotage et des procédures, puisque le pilotage, c'est quand même la base de notre métier. Les procédures, on a considéré que c'était acquis, mais il faut continuer à faire donc ces gammes, je dirais. Et ensuite, notre axe de progression avec la nouvelle technologie, c'est en étant au plus près de la réalité, c'est de faire des vols où on peut justement travailler donc ces facteurs humains. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et dans ces quelques toutes petites minutes, voilà ce qui se passe en aviation aujourd'hui.